Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques de Terminale. Nous terminons notre exploration du thème 6 consacré aux enjeux de la connaissance et nous allons nous intéresser dans cet objet de travail conclusif au cyberespace, conflictualité et coopération entre les acteurs. Vous êtes prêts? Très bien, alors allons-y. Le terme de cyberespace apparaît dans la littérature des années 80 et est popularisé par William Gibson, qui imagine une sorte de métavers qu'il nomme The Matrix. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais moi ça me dit vaguement quelque chose. Le cyberespace se définit comme un espace virtuel, rassemblant les données numériques disponibles sur Internet et les infrastructures matérielles, câbles, ordinateurs, serveurs et logiciels permettant l'accès à ces données. Comme le rappelle le géographe Frédéric Lasserre, le développement exponentiel de l'Internet a engendré autant de défis que de promesses. Le cyberespace, en tant qu'espace global, a obligé les États à s'adapter et s'impose comme un nouvel espace d'affirmation de la puissance. Le cyberespace est aussi un espace dans lequel s'exercent des enjeux de coopération. Affrontements, conflictualité, exercice de la puissance, coopération et gouvernance, le cyberespace, outil de diffusion et de construction de la connaissance, est bien un objet géopolitique. La problématique sera: pourquoi le cyberespace est-il un enjeu géopolitique entre coopération et conflictualité? Et pour commencer, je vous propose grand 1, le cyberespace entre réseau et territoire. Grand A, définir le cyberespace. L'un des éléments majeurs du cyberespace est le réseau physique. Il se compose des câbles sous-marins déposés au fond des océans qui permettent la circulation des données. 450 câbles parcourent plus de 1,3 million de kilomètres et concentrent environ 99% des flux Internet. Il connecte les 4800 centres de données ou data centers, bâtiments qui hébergent les données informatiques et permettent un accès à distance des informations. Les câbles terrestres permettent l'accès au cyberespace pour les terminaux, les ordinateurs. Dans les espaces les plus éloignés, la connexion au cyberespace se fait par le réseau satelllital. Encore marginal, ce réseau est considéré comme très prometteur pour de nombreux acteurs qui espèrent connecter particuliers et entreprises au haut débit dans des espaces faiblement peuplés ou manquant d'infrastructures. Responsables du développement des infrastructures, les États sont des acteurs centraux du cyberespace, même si cet espace dépasse largement les frontières et donc les limites d'un État. Les États-Unis dominent largement le cyberespace, puisqu'ils hébergent à eux seuls 40% des data centers. Les États, sur lesquels nous reviendrons, ne sont pas les seuls acteurs du cyberespace. On peut citer les organisations internationales de cyberespace, et parmi elles, l'Internet Cooperation for Assigned and Numbers est une organisation internationale basée en Californie qui exerce un rôle central dans la coordination du cyberespace. Composée de nombreuses commissions qui gèrent des problématiques structurelles, l'ICANN encadre les noms de domaine et le fonctionnement des adresses IP. Deuxième acteur, les FTN. Alors le développement du cyberespace a permis la naissance de FTN américaines, des géants du numérique qu'on appelle les GAFAM, pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ils sont la partie émergée des entreprises du cyberespace connues pour leur puissance financière et technologique. De nombreuses autres entreprises du cyber sont regroupées en Californie, dans la Silicon Valley, qui est devenue le symbole de cette économie. Face aux GAFAM, la Chine oppose ses géants du numérique, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, regroupés sous l'acronyme des BATIX. Enfin, troisième acteur qu'on pourrait citer, les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet. Ces entreprises sont chargées de fournir l'accès au cyberespace. Elles peuvent en limiter le débit, bloquer certains trafics. Les FAI doivent respecter la règle implicite de la neutralité du net, c'est-à-dire que toutes les données doivent circuler à la même vitesse, quel que soit l'utilisateur. Grand B, un nouveau défi géopolitique pour les États. Les États, d'abord menacés dans leur définition classique, c'est-à-dire un territoire occupé par des citoyens, délimité par des frontières sur lesquelles un gouvernement met en place une législation, menacés donc par le cyberespace, se sont emparés de la question. Ces États ont mis en place des lois et des organisations chargées de leur permettre d'exercer leur souveraineté. En France, on en reparlera, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, créée en 2009, mène des actions de prévention et de conseil auprès des différents acteurs. Acteurs majeurs du cyberespace, les États développent les infrastructures nécessaires au développement du réseau. Ils l'utilisent pour donner accès aux citoyens aux informations officielles pour les démarches administratives. En France, le plan France 2030 vise à mettre en place une croissance intelligente dans laquelle le numérique est au service de la transition écologique.
Le numérique est perçu comme la solution à de nombreux problèmes, accès administratif, accès aux soins, accès à la formation. Le contrôle du cyberespace et son accessibilité sont donc centrales pour l'État. Face au développement économique majeur qu'ont connu les activités autour du numérique et du cyberespace, la pratique des cyberattaques s'est fortement accrue. Elles prennent des formes multiples, parmi lesquelles on peut citer les ransomware ou rançongiciels. Ce sont des logiciels qui ont bloqué l'accès à l'ordinateur ou aux données en échange d'une rançon. M6, Fleury-Michon ou encore, plus récemment, l'hôpital de Corbeil-Essonnes ont vu leur système informatique totalement paralysé. Deuxième type de cyberattaque, l'hameçonnage, qui consiste en l'envoi de faux mails pour voler les données. Et là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez sans doute tous reçu ces innombrables messages appelant à contacter telle ou telle administration. Ou bien encore cette star prétendue morte et qui vous réclame quelques milliers d'euros pour pouvoir rentrer chez elle et qui vous rendra le triple, bien évidemment. Enfin, on peut citer les actes de sabotage contre les infrastructures stratégiques, les centrales nucléaires ou les aéroports. Au total, les actes de malveillance liés au cyberespace coûtent entre 400 et 600 milliards de dollars par an, et oui, dans le monde. Les forces de l'ordre sont aussi confrontées aux difficultés d'enquête liées au dark web, sur lesquelles les trafics d'armes et de drogue florissent, sans compter la pédopornographie. Le cyberespace est aussi l'occasion pour les États d'exercer leur puissance. Certains États utilisent le cyberespace dans le cadre des relations géopolitiques, renseignement et espionnage, déstabilisation politique et économique. Ainsi, la Russie a mis en place une politique active et offensive dans le domaine du cyberespace. La diffusion des mails d'Hillary Clinton pendant la campagne de 2016, les fuites sur Emmanuel Macron en 2017, ou encore les nombreuses attaques cyber sur les infrastructures ukrainiennes depuis 2014, et plus encore depuis 2022 bien sûr, montrent que le cyberespace est perçu comme un lieu d'expression de la puissance russe. Mais attention, n'allez pas croire que la Russie est la seule à s'exprimer sur le terrain du cyberespace. La Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël, l'Iran ou bien évidemment la France mènent aussi des actions offensives dans le cyberespace. En 2006, alors que l'Iran développe un programme nucléaire d'enrichissement de l'uranium pour accéder à l'arme atomique, les États-Unis et Israël mettent au point un virus informatique appelé Stuxnet, dont l'objectif est de fausser les calculs des centrifugeuses et donc de ralentir le programme. L'attribution de marchés d'équipement en infrastructure numérique devient stratégique. Ainsi, Donald Trump a fait inscrire sur la liste noire des entreprises nuisant à la sécurité des États-Unis les groupes chinois Huawei et ZTE, leur interdisant l'accès au marché 5G. Grand C, des menaces croissantes sur le cyberespace. Les États envisagent le cyberespace comme une extension de leur territoire qu'ils entendent contrôler et filtrer. La Chine, l'Iran ou encore la Russie cherchent à contrôler l'activité de leurs citoyens, à limiter leur accès à l'information en censurant certaines données du cyberespace et en développant les sites d'information et de réseaux sociaux. On parle alors de cybercensure, voire de cybersurveillance. Ainsi, la Russie a multiplié les lois interdisant la contestation de la guerre contre l'Ukraine. Le cyberespace russe est entre les mains de sites comme Yandex ou Vkontakte, tous contrôlés par Runet, un réseau Internet isolé des grands serveurs mondiaux. Le cyberespace est aussi menacé par les collectes de données pratiquées par les géants du numérique, notamment les GAFAM. Cette richesse importante, collectée souvent sans un accord explicite et éclairé de l'utilisateur, est ensuite revendue. Ainsi, la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis est marquée par le scandale de Facebook Cambridge Analytica. Cette entreprise britannique, utilisée par Donald Trump, a analysé les données de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook à leur insu. Utilisé quotidiennement par plus de 4,5 milliards d'habitants, le cyberespace est un espace d'échange, de connaissances, de partage et de mise en relation des citoyens entre eux. Lieu d'expression politique, il permet à de nombreux opposants de protester contre la répression menée dans leur pays. Les images du mouvement révolutionnaire qui touche l'Iran depuis septembre 2022 sont connues dans le monde entier, malgré la censure et le blocage d'Internet. Le cyberespace est aussi un lieu d'expression et d'action politique. Les activistes sont des militants politiques qui utilisent le piratage pour favoriser des changements politiques et sociaux. Le groupe le plus célèbre, les Anonymous, fondé en 2003, intervient régulièrement pour soutenir les mouvements révolutionnaires, comme lors des printemps arabes de 2011. Très attachés à la liberté d'expression, les Anonymous participent aussi au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Après avoir piraté le site du Kremlin et dénoncé la cyberattaque russe contre l'Ukraine, ils ont mis en place un site qui collecte les données de vidéosurveillance russe pour espionner le pays. Grand 2. Cyberdéfense entre coopération européenne et souveraineté nationale, le cas français.
Et pour commencer, intéressons-nous à la stratégie française de cyberdéfense. Avec la croissance et le développement du cyberespace, sa protection est devenue un enjeu majeur pour la France. En 2021, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr a enregistré plus de 176 000 demandes d'aide aux victimes de cybercriminalité, avec une hausse de 76% par rapport à 2020. Les attaques sont nombreuses, venant d'acteurs variés. Les États et les organisations terroristes occupent une part importante des cyberattaques menées contre les administrations et les infrastructures sensibles françaises. Il s'agit aussi de multiplier les sources de désinformation. En 2021, la Russie a mené contre une trentaine de journaux de pays occidentaux, dont le journal français Le Figaro, une attaque depuis des fermes à trolls dans lesquelles les commentaires et des profils d'internautes étaient générés en grande quantité pour saturer le cyberespace de fausses informations et de polémiques. Face à ces dangers, l'État a mis en place une véritable stratégie de défense. Dans le domaine de la lutte informatique offensive, LIO, la cyberdéfense dépend du commandement de cyberdéfense en lien avec les services de renseignement, la DGSE, et sous la direction du ministère des Armées. Concernant la cyberdéfense défensive, LID, la lutte repose principalement sur l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et le ministère de l'Intérieur, notamment la Direction générale de renseignement intérieur. La France compte en 2020 plus de 3400 cybercombattants et près de 300 réservistes regroupés à Paris et dans le pôle d'excellence cyber de Bretagne. La loi de programmation militaire de 2024-2029 a défini la cyberdéfense comme un élément majeur de la nouvelle politique militaire française et le cyberespace comme un espace à défendre au même titre que la mer, les airs et la terre. En cas d'attaque, la France se réserve le droit de riposter et d'utiliser le cyber pour contre-attaquer en visant les infrastructures gouvernementales et militaires de l'ennemi. En 2021, la France a mis en place Viginum, une structure pour identifier les ingérences étrangères sur les plateformes numériques. Grand B, la coopération européenne de la cyberdéfense. Le cyberespace mondial n'est pas loin d'être un Far West, un espace sans règles. Au sein de l'ONU, des groupes d'experts et de pays membres tentent de faire progresser la mise en place d'une régulation internationale sur le cyberespace. Application du droit international et charte de comportement. En 2018, Emmanuel Macron et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont lancé l'appel de Paris pour mettre en place une gouvernance de l'Internet et pacifier les relations internationales dans le cyberespace. Cet appel a été signé par 80 États et par les principales firmes transnationales du numérique. Mais les négociations et les tentatives de régulation sautent au point mort et le cyberespace reste encore majoritairement une zone de non-droit international. Aucun accord multilatéral n'a été trouvé pour réguler les relations internationales dans le cyberespace. De son côté, l'Union européenne cherche à mettre en place une politique d'échange pour lutter contre les dangers du cyberespace. En 2004, l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, l'ENISA, est créée pour développer la coopération en matière de cybersécurité. Et en 2019, le Cyber Security Act établit un cadre européen de cybersécurité et renforce la sécurité des infrastructures du cyber, notamment dans l'espace européen. Dans le cadre de la protection des données personnelles, l'Union européenne est à la pointe de la législation internationale avec le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui protège la vie privée des citoyens européens en encadrant l'utilisation des données personnelles. En 2013, les documents transmis par Edward Snowden révèlent l'ampleur de la surveillance opérée par la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, et notamment la mise sur écoute des téléphones des principaux dirigeants européens, parmi lesquels Angela Merkel et François Hollande. C'est le point de départ de la réflexion sur l'autonomie stratégique numérique européenne menée par la France, qui vise à renforcer la coopération entre les États membres de l'Union européenne et à renforcer l'autonomie de l'Europe face au recul des États-Unis. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a mis en évidence les dangers cyber. Mais ce projet reste peu abouti. Certains pays membres considèrent en effet la question du cyberespace comme relevant de leurs compétences nationales et freinent la volonté de développer une coopération efficace. L'OTAN, de son côté, développe des exercices coordonnés entre les États membres sur le même modèle que les exercices terrestres et maritimes. Alors pour conclure, que pouvons-nous retenir? Développé avec l'essor d'Internet, le cyberespace est donc, comme les autres espaces de la planète, marqué par des tensions entre les différents acteurs, au premier rang desquels on trouve les États qui y exercent leur puissance. Espace de diffusion de la connaissance,
il est toujours plus surveillé, notamment dans les dictatures comme en Chine, en Russie ou bien encore en Iran. Face aux cybermenaces, la France a développé une politique de cyberdéfense à la fois défensive et offensive. Elle a été aussi le principal moteur de la mise en place d'une stratégie numérique européenne. Voulu comme un espace de liberté, le cyberespace est aujourd'hui un lieu toujours plus surveillé et contrôlé, comme en témoigne la condamnation à 6 ans d'emprisonnement de la journaliste russe Maria Ponomarenko pour avoir évoqué sur Telegram le bombardement du théâtre de Mariupol. Et voilà, nous en avons donc terminé avec ce thème consacré aux enjeux de la connaissance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme d'habitude, et je tenterai d'y répondre. Vous pouvez trouver la leçon au format MP3 ainsi que la fiche de mon cours sur mon blog. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, une bonne fin de tout ce que vous voulez. Et moi je vous dis à bientôt.